Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Scanner. Si vous souhaitez vous questionner et en apprendre plus tout en vous divertissant, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, on est parti pour près d'une heure ensemble avec Scanner. J'espère que vous qui nous regardez, vous êtes tous et toutes bien prêts pour cette nouvelle émission. En tout cas, nous, on est très heureux de vous retrouver comme chaque mois pendant une 50aine de minutes. Alors, je parle en nous parce que je ne suis pas seule autour de cette table comme vous allez le découvrir d'ici quelques instants, mais je suis accompagnée de 3 magnifiques chroniqueuses qui appartiennent à Scanner. Mais alors, qu'est-ce que c'est Scanner ? Scanner, c'est un média d'expression par et pour les jeunes et une ASBL. Et notre but, c'est de récolter et de diffuser la parole des jeunes, particulièrement pour un public de 12-30 ans. Et alors, on va utiliser une série de médias et on va aussi faire différentes activités comme par exemple des podcasts, on va avoir des ateliers d'expression, des dossiers thématiques, de la radio ou encore de la vidéo comme ici. Et justement, ici, on est sur Vedia pour une nouvelle émission de Génération Scanner. Alors, chaque mois, on parle d'une thématique différente et cette fois-ci, on va parler d'une thématique qui peut concerner tout le monde. Mais je vais pas la dire tout de suite parce qu'on aime bien dans cette émission garder un peu de mystère. Et puis surtout, il est grand temps que je vous présente quand même les 3 personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors, on a dans un premier temps Emma que vous reconnaîtrez peut-être parce qu'elle a déjà fait à de très nombreuses reprises l'émission en tant qu'animatrice. Emma, comment tu vas aujourd'hui ? Oh, moi ça va et toi? Comme c'est ta première à l'animation, ça va pas trop stresser? Non, jamais, moi. Non, un petit peu quand même. Et alors, Emma, tu sais, le début de l'émission, nous, on aime bien poser une petite question à nos chroniqueurs et nos chroniqueuses dans ce cas-ci. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui te fait sentir, toi, pleinement vivant ? Oula, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi je pense que c'est le fait de faire quelque chose qui me semble utile. Ok, super intéressant. Alors, on a aussi, on va d'abord Clara. Clara, toi aussi, tu as fait de l'animation et tu as été chroniqueuse ici sur le plateau. Toi, tu te sens comment aujourd'hui ? Ça va super bien. Trop bien. Et alors, on va être pas trop dans l'originalité. Je vais te poser la même question qu'Emma. Toi, qu'est-ce qui te fait, on va dire, vibrer dans la vie ? Le fait de pouvoir être libre de mes actions. Ok. Écoutez, c'est des réponses super intéressantes. Et alors, on a notre dernière chroniqueuse sur le plateau, Alexandra, qui est un peu, on va dire, la reine incontestée du micro-trottoir. Et alors, toi, tu as déjà aussi participé quelques fois en tant que chroniqueuse. Et alors, je voulais savoir, est-ce que tu es contente d'être là aujourd'hui ? Oui, ça va, je suis contente. Pas C'est trop vrai que ça stressée. fait un moment, un peu stressé toujours, je pense, même dans les micro-trottoirs, même si on dirait pas. Mais oui, je suis contente. Trop bien. Et alors, on va te surprendre, mais je vais te poser la même question qu'aux autres. Je Alors, m'en doutais je vais pas. peut-être pas la reposer, mais je vais juste te demander qu'est-ce que toi tu en penses. Moi, je dirais que ce qui me fait sentir vivante, c'est vraiment les moments en fait que je passe avec mes proches. Ok. Écoutez, vous avez amené plein d'idées différentes et on peut faire justement un lien avec le fait d'exister, de rester vivant, si on peut dire ça comme ça. Et ça va justement créer un lien avec notre thématique, puisqu'aujourd'hui on va être un peu dans ce même style, mais c'est pas tout à fait la même chose. On va plutôt s'intéresser au fait de créer pour exister et on va se questionner si dans notre société qui est hyper productive, est-ce qu'on est obligé de créer pour exister ? Alors ça va être un large débat, mais avant toute chose, on va peut-être revenir un peu sur les bases et parler de c'est quoi créer finalement, c'est quoi la création ? Et pour ce faire, Emma, je crois que tu nous as préparé une petite séquence. D'ailleurs, j'en suis sûre que tu nous as préparé une petite séquence pour un peu remettre les bases et cette séquence, elle s'appelle le c'est quoi ? Alors oui, Roman, comme tu viens de dire, je vais commencer l'émission avec la séquence qui s'appelle le c'est quoi. Alors vous allez voir, c'est très facile, le c'est quoi. En gros, moi l'idée c'est que je vais un petit peu, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec les autres séquences, introduire l'émission en vous parlant d'une notion. Parce qu'ici on parle de créer pour exister, mais moi je me demande c'est quoi la création en tant que telle. Parce que moi peut-être un peu naïvement, mais quand on parle de création, je pense directement à des films, des séries, de la musique, à quelque chose d'assez artistique. Et en me renseignant, j'ai vu que c'était pas que ça. Et donc j'ai été voir un petit peu des définitions et tout ça pour vous dire un peu quoi tout ça maintenant. Alors, j'ai d'abord été voir au niveau du Larousse, et on voit quand même au niveau du Larousse qu'il y a par exemple 6 définitions différentes pour le mot création.
Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc il y en a une première, c'est création avec un grand C, et là c'est la création du monde d'après la Bible. Ça nous concerne un petit peu moins dans le cadre de cette émission, mais on a 5 autres définitions. On en a une qui dit donc que c'est l'action de créer, de tirer du néant, l'ensemble des êtres et des choses créées, l'action d'établir, de fonder quelque chose qui n'existait pas encore, l'action de créer une œuvre originale, ou encore la première interprétation d'un rôle de théâtre, d'une chanson, ou la première mise en scène d'une œuvre. Donc on voit que c'est des définitions qui sont un peu similaires, mais qui ne sont pas identiques, et donc on voit que ce terme de création, il est polysémique, il a plusieurs sens, et que ça ne se limite pas à tout ce qui est artistique. Donc j'ai quand même voulu vérifier que le Larousse n'était pas le seul à avoir ces définitions multiples pour le mot création. J'ai été voir dans le Robert qui partageait ces idées, ces mêmes définitions, et qui disait comme exemple, par exemple, qu'on avait la création d'emplois, la création d'une entreprise, la création d'une ville. Le Larousse, il parlait également du fait de créer une usine, des choses en haute couture. Donc on voit que ça peut être plein de choses. Et j'ai enfin été voir dans le dictionnaire de l'Académie française qui lui donnait une tonne d'exemples. Attention, accrochez-vous. Il parlait par exemple de la création d'un jardin, d'une ville, d'un prototype, la création d'institutions aussi, par exemple de la sécurité sociale, d'un hôpital, la création de nouvelles taxes, bref, plein de choses peuvent être créées d'après ces dictionnaires. Donc on voit que la création, ça englobe vraiment plein de choses différentes. Et je me suis dit que j'allais pas non plus seulement me limiter au dictionnaire, que je voulais aller un peu voir ce que les humains en pensaient, si je puis dire. Et donc j'ai été voir auprès d'un auteur français qui s'appelle Thomas Paris. Donc il est docteur en gestion et il a fait des recherches notamment d'un point de vue de management de la création, et son dernier article, ou en tout cas un de ses derniers articles, il s'intitule « Parce que créer, c'est valider la dimension laborieuse du travail de création ». Donc je pense que il s'y connaît un petit peu sur le sujet. Et lui, il va aussi nous parler de créations qui peuvent être multiples. Il va définir la création comme un processus ou un acte par lequel un créateur conçoit une œuvre. Donc ça peut être un message publicitaire, un plat culinaire, un dessin de produit. Bref, pour lui aussi, ça veut dire plein de choses, la création. Et donc, on peut voir qu'on n'a pas forcément besoin d'être un artiste pour créer, et qu'on peut chacun créer à son échelle et dans son domaine. Écoute, merci Emma pour toutes ces informations. On voit justement que déjà c'est très très complet, et on voit justement, comme tu dis si bien, que finalement créer, ça ne se résume pas à un sens, ça ne prend pas qu'un sens, et ça peut se décliner de différentes manières. Et justement, avec la séquence qui suit, on va continuer un peu à creuser sur ces différents types de création. Et quoi de mieux pour le faire que d'aller interroger les jeunes dans la rue. Et donc, Alex, toi, tu as été avec Vic dans la rue recueillir l'avis des jeunes, et on va découvrir cette petite vidéo dans la séquence qui s'appelle le Dans la rue. Salut la team! Il existe différentes façons de créer. Mais est-ce que publier en ligne, c'est créer? Allons demander ça aux jeunes. C'est parti! Est-ce que poster en ligne, c'est une façon de créer pour vous? Oui, c'est pour ça qu'on en a fait un métier, je crois, pour pouvoir déjà développer sa créativité. Oui et non, ça va dépendre un petit peu de ce que les gens veulent faire, là où ils veulent aller. Je pense que ça, c'est vraiment une question de direction dans la vie. Il n'y a pas forcément besoin de créer pour réellement être quelqu'un, parce que si on fait chacun notre truc de notre côté, ça fonctionne aussi, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de montrer aux gens, parce qu'au final les réseaux sociaux c'est seulement ce qu'on a envie de montrer, c'est pas spécialement qui on est. Si c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est créé, ça c'est sûr. Par exemple, même des gens dans sur TikTok qui font une trend, c'est une création. Ou même tu demandes à ChatGPT de faire une nouvelle œuvre et puis tu la poses sur les réseaux, c'est une création. Alors donc, on voit que finalement, à la question de poster en ligne, est-ce que c'est créer? On voit que les avis ils sont quand même assez mitigés, moi je trouve. On voit notamment qu'il y a un jeune qui va dire que ça va dépendre de ce qu'on veut faire et de où on veut aller dans la vie. Il y a notamment aussi une autre jeune qui va dire que maintenant, ça peut même devenir un métier et que ça permet de, on va dire, développer la créativité. Et alors, il y a 2 autres points que je trouve qui sont assez intéressants dans cette vidéo. C'est déjà le fait que quand on s'expose sur les réseaux sociaux, ça va être soit pour s'exposer soi-même, la personne qu'on est en tant que telle, soit parfois pour exposer certaines parties de notre identité, mais pas tout. On essaye de cacher et de préserver quelques éléments. On voit finalement, il y a beaucoup d'avis différents. Et je voulais déjà un peu commencer pour voir un peu ce qu'on en pense sur notre plateau, pour reposer la même question. Et on peut peut-être commencer par Alexandra, pardon. Est-ce que poster en ligne, pour toi, c'est créer? Alors pour moi, je pense que oui, c'est créé effectivement. Je suis plutôt en accord avec ceux qui disaient que voilà, c'était une création. Par contre, ce que je suis pas d'accord, c'est avec le jeune qui disait que on pouvait aussi, quand on créait avec l'IA, c'était une vraie création. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ok, donc pour toi, si on utilise l'IA, à partir du moment où on l'utilise, on peut pas dire non, ça c'est pas toi qui l'as créé. En fait, c'est pas la même chose, tu vois.
c'est pas de l'art, tu vois, en tant que tel, c'est pas de la création humaine. Tu vois, donc est-ce que c'est vraiment de la création en tant que telle? Je pense qu'on peut utiliser l'IA de façon utile, ça peut être un outil qui peut nous accompagner dans certaines tâches, mais elle ne doit pas faire à notre place. Ok. Emma, est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Moi, j'avais justement fait quelques petites recherches comme j'étais en train de faire les définitions. Et j'avais vu qu'un auteur qui est professeur de philosophie dans un lycée français qui s'appelle Marc Anglaret, il avait dit que en fait, pour qu'il y ait création, il y avait toujours des choses qui préexistaient avant la création en tant que telle. Que par exemple, si on a une œuvre d'art picturale, une peinture, il avait toujours fallu avoir la toile, le support, et également la peinture pour peindre sur la toile. Et donc, c'est ces éléments qui faisaient qu'on pouvait avoir une création. Il parle aussi, par exemple, de ça pour une musique, qu'il faut qu'il y ait des notes, que les notes existent pour que la musique puisse exister. Et donc, moi, je me demande, ça, il ne le dit pas, mais moi, je me demande si on ne peut pas considérer que si l'IA est utilisée uniquement comme un outil, pas pour dire, s'il te plaît, IA, crée-moi de toute pièce telle image, mais je me dis, si, par exemple, on a, imaginons, quelqu'un qui veut être romancier, écrire son roman. Je me dis que si on essaye, par exemple, de demander à l'IA de nous aider pour incarner nos personnages et tout ça, moi, je me dis que si on se base à peu près sur ce que dit cet auteur-là, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une création, mais pour moi, l'utilisation doit quand même être assez minime de l'intelligence artificielle, alors pour que ce soit encore une création propre. C'est ça doit plus être une forme de support que vraiment la base de ta création, quoi. Pour moi, oui. Et alors, nous, on parlait de création en ligne, mais le but de l'émission aussi, c'était un peu de s'éloigner du contenu en ligne et de parler de manière plus générale. Moi, je voulais voir, Clara, toi, est-ce que tu crées d'une autre façon que directement en ligne? Oui, j'écris déjà, ça c'est une forme de création, tu en parlais avec l'IA, mais je trouve qu'il y a plein de moyens de créer. Par exemple, j'ai mon potager, voilà, donc je crée entre guillemets des légumes, même si c'est pas vraiment moi qui le crée, c'est toutes les choses que je mets en place pour qu'ils poussent, qui fait que c'est entre guillemets une création, même si c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais oui, il y a plein de moyens de créer, et je pense qu'au quotidien, on crée un petit peu, même si c'est minimaliste. Ok. Et est-ce que par exemple tu considères que la création elle doit toujours passer par quelque chose de matériel, donc dans le sens plutôt quelque chose de concret qu'on peut toucher, ou bien est-ce que ça peut être quelque chose d'immatériel, donc plutôt abstrait, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas mesurer Non, il y a plein de moyens de créer. Je pense justement à un membre de la rédac, donc Robin, qui regarde souvent les émissions. Il a pas créé tout seul, hein, ils sont 3, donc avec Morgane et Mathéo. Leur boîte, donc Puramis, donc marketing, com et graphisme, et c'est leur petit bébé, quoi. Oui. Ils ont créé, et pourtant, l'entreprise, on ne peut pas la toucher avec les mains. C'est sûr. Vous êtes d'accord avec ça, du côté de ce plateau? En fait, j'ai envie de revenir sur ce que Emma a dit tout à l'heure. En fait, créer, c'est plein de choses. Donc, comme tu as dit, ton potager, c'est encore très loin. Je peux même encore aller plus loin. Est-ce que avoir un enfant, est-ce que c'est créer aussi, tu vois? C'est encore plus poussé, ça aussi. Donc... Et ça, je sais vous y répondre, parce que je suis la madame définition du jour. Et donc, j'ai fait également des recherches et je me suis basée de nouveau sur ce que Marc Anglaret pouvait dire à ce niveau-là. Et il disait qu'on pourrait être tenté de dire que créer un enfant, mettre au monde un enfant, c'est de la création parce qu'on n'est pas la copie conforme de son parent, soit quand on est. Mais que pour lui, il y avait quand même plusieurs points qui faisaient que non, finalement, ce n'était pas une création. Il y en avait 3, j'espère être bien claire sur cette explication parce qu'elle était un peu complexe et philosophique, mais il dit que déjà de 1, c'est pas les parents qui créent la vie de l'enfant, c'est les cellules, tout ça qui va faire que l'enfant vit et pas ses parents qui choisissent ce qu'ils vivent. Il y a également le fait que ils ne créent pas directement leur enfant, étant donné que c'est le fœtus lui-même qui, dans le ventre de sa maman, va essayer d'attraper tous les nutriments, toutes les choses qu'il a besoin pour se développer. Donc c'est pas les parents qui créent non plus directement l'enfant dans le ventre de la mère. Et puis les parents ne peuvent pas non plus décider exactement comment va être leur enfant. Et donc, d'après lui, on peut pas parler en tant que tel de création vu ces 3 points. Donc c'est intéressant, on voit que finalement créer ça peut prendre beaucoup de sens mais qu'il faut quand même se limiter à certaines choses, quoi. Et alors pour un peu continuer en lien avec ce qu'on a dit, est-ce que du coup vous pensez qu'on est tous et toutes capables de créer? Oui, évidemment. Ouais. À sens variable, hein, bien sûr. Il y a les artistes qui passent leur quotidien presque à créer, les artistes au sens très large, hein, je parle pas seulement de celui derrière sa toile avec son pinceau, mais il y a aussi nous, à notre manière, comme tu m'as posé la question tout à l'heure,
on crée chacun au quotidien et c'est génial. Juste l'imagination qui va derrière la création est fortement variable. Moi, j'ai pas énormément d'imagination, j'ai besoin de faire beaucoup de recherches pour me dire cette idée-là, elle est chouette. Donc, c'est variable. Ok. Bah écoutez, je pense que Alex, toi, tu avais justement prévu une deuxième petite partie de vidéo qui était plus liée justement à la nécessité de créer, est-ce que c'est nécessaire ou non. Et je propose qu'on regarde justement le petit extrait maintenant. Si on ne crée pas, est-ce qu'on existe quand même ? On peut travailler pour quelqu'un qui a créé quelque chose et juste être en accord avec lui et agréer avec son idée et continuer sa vie sans pour autant devoir créer soi-même quelque chose. Moi, je dirais que non. Je trouve qu'il faut essayer des trucs dans la vie, parce que là, on parle pas de créer des réseaux sociaux, mais de créer en règle générale. Ça veut dire que pour moi, il faut avoir une passion. Enfin, je veux dire, on va pas créer quelque chose qui n'est pas une passion. Dans le sens où après, pourquoi se lever tous les jours au final si c'est pour ne pas exister. Créer va pas te rendre quelqu'un, en fait, c'est plutôt contribuer. Et tout le monde contribue un peu à sa façon. Alors comme vous avez pu voir dans ce micro-trottoir, les avis étaient assez différents. Donc il y en a qui étaient plutôt d'accord, il y en a un qui disait que en fait on n'était pas obligé en fait de créer soi-même tout simplement pour exister et que en fait quelque part chacun contribue un peu à sa façon. Au contraire, il y en a qui étaient plutôt en désaccord et qui disaient qu'il fallait quand même tester des trucs dans la vie et qu'il fallait avoir une passion en fait pour créer. Et du coup, maintenant que j'ai quitté la rue et que je suis face à vous sur ce plateau, je voulais vous poser ma fameuse question. Et vous, qu'en pensez-vous, la team ? Ça peut paraître un exemple peut-être un peu extrême, mais moi je me dis qu'une personne sans domicile fixe, qui est à la rue, elle va pas forcément créer quelque chose, parce qu'elle a des choses plus importantes à faire, comme essayer de rester en vie. Et donc je me dis que là, elle ne crée pas forcément, mais qu'on peut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant dans la société. Et pour faire justement un lien avec ce que tu dis, est-ce que du coup tu penses que si on ne crée pas, par exemple, comme tu disais, l'exemple d'une personne sans domicile fixe, est-ce qu'on a quand même une place dans la société ? Question un peu philosophique. C'est difficile à dire, parce que c'est vrai que malheureusement, les personnes sans domicile fixe, ce ne sont pas les personnes qui sont le plus prises en considération dans la société, et elles sont généralement un peu mises en marge, mais est-ce qu'on est obligé de créer pour faire partie de la société ? C'est ça, pour avoir une place dans la société. Je sais pas, toi Clara, t'en penses quoi ? Non, pas spécialement. Je pense que créer, c'est chouette. Créer, ça apporte des petits plus sur notre planète. On crée au quotidien, il y a des inventions tous les jours, je pense. Donc, non, on n'a pas besoin de créer pour faire partie de cette société, parce qu'en soi... On est des êtres humains et on a une vie, quoi. Donc on apporte à nous-mêmes notre petit bout de chemin sans forcément créer. Et alors, question encore un peu philosophique, mais alors pourquoi est-ce qu'on crée finalement si c'est pas indispensable pour toi ? Pour évoluer. Ok. Il y a beaucoup de créations. Le téléphone, c'est une création au départ. La télé aussi, tout est un départ de création. Donc ça a permis à notre société d'évoluer au fil des années. C'est chouette. Bon. Après, ça dépend... Pardon, je te coupe. Non, vas-y, justement, j'allais poser la question. Ça dépend un peu du type de création, mais après, il y a certaines créations que l'on crée juste pour s'exprimer, pour donner une part de soi, en fait, j'ai envie de dire aussi, tu vois. Moi, je suis assez d'accord. Et puis même, on parlait tantôt de plats à manger. Tu peux créer quelque chose juste pour toi, pour te nourrir, des choses comme ça. Donc je pense que créer, ça peut avoir plein de finalités différentes et pas juste le fait de se montrer et de s'exposer, quoi. On n'est pas obligé de créer pour les autres, mais on crée aussi pour soi. C'est ça. Et alors, si on pense plus justement l'autre point de vue pour les autres, est-ce que vous pensez que créer, ça permet aussi en quelque sorte d'être reconnu et d'être visible au sein de la société ? Ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on parlait de ça au départ. C'est clairement... c'est vrai que les gens qui créent, ils sont forcément mis plus en avant que les autres, donc... Oui, moi je suis assez d'accord aussi que créer, ça permet quand même de te donner une visibilité que tu n'aurais peut-être pas, mais la question c'est est-ce qu'on recherche ou pas forcément cette visibilité, je crois, mais je pense que, je veux dire, inventer, que ce soit créer une œuvre d'art, créer une nouvelle invention technologique, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça te permet d'être un peu plus connu, ou en tout cas, tu essayes d'être plus connu avec ça, donc pour moi, il y a quand même une visibilité qui est un peu plus accrue, quoi. Ok, écoutez, je trouve qu'on a déjà pu recueillir beaucoup d'avis, enfin en tout cas vos avis, mais beaucoup de points de vue différents, etc. Et je pense qu'on va quand même aller passer à la séquence suivante. Et donc, on a vu justement dans cette séquence-ci que les jeunes étaient assez mitigés sur ce que c'était créer et ce que ça impliquait. Et maintenant, on va plutôt réfléchir un peu, aller un peu plus loin, un cran plus loin avec toi, Clara.
Je pense notamment, tu vas nous parler un peu des générations, etc. Mais je ne vais pas trop dévoiler. Je vais te laisser toi-même expliquer un peu ce qu'il y a dans ta séquence. Et donc ta séquence, justement, elle est un peu devenue culte dans l'émission. Enfin, c'est mon avis personnel parce que je l'aime beaucoup. Grâce à toi. Ça, je ne sais pas. Je n'oserais pas le dire. Mais en tout cas, ta séquence, c'est le QCM. Exactement, je prends la lourde responsabilité de faire cette séquence. C'est la toute première fois que je la fais, même si je suis une adepte des petits jeux en plateau, c'est vraiment chouette. C'est une manière un peu de s'informer de manière plus fun. Voilà, je vais pas perdre de temps et commencer avec la première question. Donc, les réseaux sociaux transforment principalement les utilisateurs en spectateurs passifs, acteurs capables de consommer et produire du contenu ou artistes professionnels. Ah oui, là, il n'y a qu'une bonne réponse, c'est ça, il faut qu'on la choisisse. Oui, c'est ça, entre A, B ou C. Bah, moi, si je peux commencer à m'exprimer, je ne pense pas que ça fait de nous des artistes professionnels. Ça, j'en doute, sinon il y aura un peu plus d'artistes sur cette terre, je pense. Et je me dis spectateur passif, ouais, non, je pense pas non plus. Je veux dire, on n'est pas totalement passif, mais en même temps, tout le monde n'est pas actif. Donc, moi, j'hésite entre la 1 et la 2. Donc, je vais laisser les autres trancher. J'ai envie de rejoindre Emma, moi du coup, j'ai envie de dire la B. Après, est-ce qu'on produit tous ? Je pense pas, mais en tout cas, c'est assez accessible à tous. Et toi, Orman ? Moi déjà, du même avis qu'Emma, je ne pense pas malheureusement que c'est la C. Et je dirais plutôt aussi vers la B, je pencherais là-dessus parce que tu parles justement de capable de consommer et je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu le but aussi d'avoir plein de créations pour consommer, mais ça peut-être on en discutera un peu après. Mais donc je dirais plutôt B quand même. Eh ben, vous êtes trop forte. Ça commence bien, on va dire ça comme ça. La bonne réponse, c'était effectivement la B. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'informations, les réseaux sociaux ont profondément changé la place des utilisateurs dans la société numérique. On le sait maintenant, quasiment tout le monde a une plateforme sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, etc. On ne se contente plus juste d'avoir son numéro de téléphone, de prendre le numéro de toi, par exemple, Emma, et de communiquer comme ça. Non, on utilise ces fameux réseaux sociaux. Donc avant, les médias traditionnels fonctionnaient surtout dans un seul sens. Donc quelques personnes créent du contenu et le public regardait. Donc surtout les médias, par exemple. Donc aujourd'hui, chacun peut publier des photos, vidéos, avis ou encore commentaires accessibles à tous. Moi, comme vous, on peut mettre une story de notre petit chien qui va se promener. Pareil, puis après, il y a une visibilité variable. Là, c'est au bon vouloir de chacun. Les utilisateurs ne sont donc plus des simples consommateurs passifs, comme tu le disais. Ils participent directement à la création et à la diffusion. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le petit chien. Donc, même une simple story, un repost ou un commentaire peut influencer les autres utilisateurs. Et justement, c'est là que je mets un petit point d'attention. Un commentaire, autant gentil que négatif, a un impact sur les gens. On est des humains, on n'est pas des robots. Donc, les choses nous impactent. Voilà. Vous avez un petit avis par rapport à ça à cette manière de créer, tout le monde a la possibilité de publier. Comme j'ai dit, c'est plus ou moins accessible à tous. Donc, et comme tu as un peu expliqué, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu, c'est vrai qu'on contribue un petit peu tous en fait, du coup, à la production en fait, même comme tu disais, en partageant des stories. Donc c'est vrai que j'y pensais même pas en fait. Donc ça me surprend façon de parler, mais c'est vrai que je pensais pas que même juste participer comme ça, c'était une façon de créer du contenu, tu vois. Oui, c'est ça, on s'en rend pas compte parce que on se dit, moi, ma petite personne, ma story, elle va impacter quelqu'un, mais ça se trouve, la balade qu'on fait, ça va donner une envie à quelqu'un d'aller voir cet endroit-là qui peut être joli ou non. C'est vrai que j'y ai pas pensé, tu vois. Et moi, j'avais bien justement une petite question pour faire un peu le lien entre création et consommation. Est-ce que vous avez l'impression, vu qu'on est, comme tu disais, on peut tous devenir, entre guillemets, créateurs, et donc on consomme de plus en plus de contenu en tout cas, est-ce que vous avez l'impression que la consommation grandissante, elle va un peu freiner la créativité des jeunes? Oui, je pense, mais je pense qu'il y a plus d'impact avec l'intelligence artificielle, comme on le disait tout à l'heure. Là, il y a un vrai danger les jeunes vont l'utiliser presque à 80%, quoi. Donc ils vont se dire, pourquoi est-ce que je vais réfléchir et chercher une idée alors que la machine, elle peut me le donner en 10 secondes. C'est ça le danger. C'est justement quand on voit pendant les cours de français, moi qui travaille dans une école, les jeunes pour faire une rédaction, maintenant c'est compliqué, quoi. Ils ont du mal parce qu'ils se basent sur ça et sur ce qu'ils voient. Et là, c'est dur, c'est effrayant. C'est ça. Et peut-être, du coup, pour continuer dans ta réflexion et poser aussi aux autres,
Est-ce que vous avez l'impression, du coup, comme tu disais, on va beaucoup s'aider on va dire, d'IA, etc. Est-ce que du coup, maintenant, quand on crée de la consommation, en tout cas, je ne sais pas si c'est clair, donc, non, je reformule, quand on crée du contenu, est-ce que vous pensez que finalement, on s'intéresse plus maintenant au fond qu'à la forme? Qu'on va essayer de faire en sorte d'avoir beaucoup de créations pour pouvoir consommer et que du coup, la forme, elle va un peu passer à la trappe pour le fond? Moi, je me dis, avec tout ce qui est phénomène un peu de brain rot, où l'idée, c'est de faire du contenu vraiment stupide pour faire du contenu stupide, je me dis, est-ce que c'est pas plus ce qui attire éventuellement les jeunes? D'ailleurs, c'est le fait que tu as des images de toutes les couleurs, que ça peut être marrant la forme et tout ça, mais le contenu de ces contenus, il me semble très discutable, voire illégal à certains égards. Et donc, je me dis... Je ne sais pas si les jeunes et les personnes qui consomment ce type de contenu s'intéressent tellement au fond, mais sinon je trouve que ça devient problématique si des contenus pareils sont des choses qui attirent vraiment le public, quoi. Donc j'ose espérer que c'est la forme qui prime à ce niveau-là, quoi. Et tu aurais peut-être aussi tendance à dire que c'est aussi la recherche d'innovation constante qui fait qu'on crée de plus en plus et qu'on consomme justement ce type de contenu? Je ne sais pas si la recherche d'innovation, je ne sais pas si c'est en tant que telle une innovation, ces contenus, mais... Peut-être que ça joue, ouais. Qui est trop bien. C'est hyper intéressant. J'avoue que j'aimerais bien poser ma deuxième petite question. Vas-y. Et je suis sûre que vous allez encore déchirer tout. Donc, la deuxième question, plutôt phrase, on va dire ça comme ça. Quand des générations plus âgées, tu en parlais tout à l'heure, reprennent les codes de la Gen Z, cela montre une séparation totale entre les générations, une influence culturelle des jeunes sur les autres générations ou une tentative d'inclusion. Une idée? Moi, j'aurais quand même tendance à dire la B. Peut-être que le B va me porter chance aujourd'hui. Parce que le A, je pense quand même pas qu'on est là à l'heure actuelle, et j'espère pas en tout cas qu'on est dans une séparation stricte entre guillemets entre générations. Et du coup, c'est un peu dans le même genre d'idée, une tentative d'inclusion. Je trouve que ça renvoie un peu au fait que du coup, on est tellement séparés qu'on doit faire des choses pour s'inclure. Et j'ai quand même pas cette impression, donc je dirais plutôt vers la B, moi. Et vous? Moi, j'aime pas la première ni la dernière. Donc, encore une fois, je vais dire la B aussi. Tout simplement parce que les personnes plus âgées, entre guillemets, qui font des trucs de la Gen Z, je veux dire, s'ils font ça, c'est pas pour être inclus ou à cause d'une séparation ou quoi que ce soit. Enfin, je pense surtout que c'est juste des personnes qui s'adaptent à leur époque, quoi. Enfin, à l'époque d'aujourd'hui, quoi, qui sont à la page, entre guillemets, qui restent pas coincés à une ancienne époque, quoi. C'est important pour toi que cette évolution-là? Je pense que c'est important d'évoluer avec son temps, en fait, tout simplement, parce que du coup, tu restes en retard et ça devient un peu, entre guillemets, un handicap, en tout cas pour certaines choses de la vie. Je veux dire, par exemple... je vais prendre l'exemple de ma mère, par exemple, qui est assez nulle avec les réseaux sociaux. Elle ne sait pas du tout, par exemple, elle a un peu du mal à payer ses factures sur les applications, etc. Il a fallu longtemps l'aider. Enfin, c'est des trucs qu'il faut s'adapter et c'est comme ça, on n'a pas le choix, en fait. Oui, voilà. Et toi, une réponse? Oui, moi je suis totalement d'accord avec ce que mes comparses ont dit et vous me retirez les mots de la bouche. Je pense qu'on ne pourrait pas dire mieux. Moi aussi, je suis aussi de cet avis que c'est la B, la bonne réponse. Eh bien, décidément, il va falloir que je change mes questions parce que vous êtes trop fortes. Ah, yes. Donc, la bonne réponse, c'était la B. Donc, exactement, les tendances créées par les jeunes générations, elles influencent aujourd'hui énormément, une grande partie de la culture numérique. Donc tu l'as parlé tout à l'heure avec les brain rot et tout ça. Maintenant c'est 40% du fil d'actualité, alors que ça aurait pu être 2-3% il y a un an et demi. Les formats TikTok, donc des vidéos très courtes d'1 minute, un peu moins ou un peu plus. Les mèmes, certaines expressions ou certains styles de vidéos deviennent parfois des références utilisées. Il y a 5 ans, c'était le dab, par exemple. Tout le monde le faisait. C'était la mode intersidérale. Maintenant, il y a d'autres choses. Et puis, ça vient dans les cours de récré ou au travail, etc. Enfin, c'est des expressions, des mèmes, etc. Donc ça, les personnes plus âgées ont tendance à parfois vouloir les utiliser et ça mène à des situations parfois rigolotes. Moi j'aime bien quand ma mamie elle utilise mes expressions. Je trouve ça chouette. Oui, c'est chouette à voir, c'est mignon presque. Oui, c'est ça. Donc quand des générations plus âgées reprennent ces codes, cela montre que les jeunes ont un réel pouvoir d'influence culturelle. Donc les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, ils poussent au changement.
On va dire ça comme ça. Et ça montre que parfois, si on s'engage contre quelque chose ou pour quelque chose, si on le met sur les réseaux sociaux, ça aide. Justement, sortir dans la rue, c'est génial, aller en manifestation, c'est important, mais sur les réseaux sociaux, ça aide aussi à pousser le truc un peu plus loin et sur divers médias. Donc cela peut aussi se traduire une volonté de rester visible, donc ça t'en parlais. Donc pas rester caché je comprends pas, je vais pas essayer. Justement, il faut essayer et voir, et il y a plein d'ateliers qui existent dans les communes pour l'informatique, etc., où c'est des jeunes personnes qui aident à utiliser les basiques, payer ses factures, etc., sur Internet, parce que maintenant, utiliser Internet et les moyens numériques, c'est hyper important et limite nécessaire. C'est la norme en fait maintenant. C'est ça, on paye ses factures sur Internet, on fait tout par Internet maintenant, c'est un moyen nécessaire. Donc cela peut traduire une volonté de rester visible, je viens de le dire, moderne ou proche des nouvelles pratiques numériques. Donc payer ses factures. Voilà, je sais pas si vous avez une petite chose à dire par rapport à ces anciennes générations qui deviennent modernes. Moi j'ai envie de dire continuer, c'est bien. Ouais, oui, c'est vrai, c'est bien. Franchement, c'est génial à voir. Et puis, nous, je pense qu'autour de ce plateau, on est ouverte à aider justement nos familles plus âgées par rapport à ce genre de choses. Faut pas dire. Non, moi, je ne vais pas t'aider. J'espère que les personnes plus âgées peuvent aussi peut-être nous influencer, qu'elles n'hésitent pas à nous sortir des nouveaux petits contenus pour que nous-mêmes soyons influencés. C'est ça. Comme ça, moi, ma mamie, elle m'apprend à cuisiner, par exemple. C'est du partage culturel à tous les niveaux. C'est vrai. En fait, c'est ça qui est de la création. Donc, c'est vrai. Voilà, exactement. Tout est lié. Écoutez, ce QCM, je trouve qu'il était vraiment super intéressant, mais le temps file malheureusement, donc on va devoir tout doucement passer à la séquence suivante. Et alors justement, je trouve que c'est intéressant que tu finisses par ça, parce que justement, tu disais à Alex il y a quelques minutes que c'était aussi une question de recherche de visibilité, que parfois pour certaines personnes, créer c'était rester entre guillemets inclus dans la société, c'était être visible, etc. Et donc, mais par contre, on voit que dans d'autres cas, paradoxalement, il y a certaines personnes qui vont créer, mais qui vont chercher justement à dissimuler leur identité, à ne pas tout montrer. On expliquera peut-être pourquoi plus tard, je ne vais pas le dévoiler. Et en tout cas, ce débat, on va l'avoir dans ta séquence, Alex, qui s'appelle justement le d'accord, pas d'accord. Alors, on dit souvent qu'on crée pour laisser une trace, mais alors pourquoi est-ce que certaines célébrités passent toute leur carrière à cacher leur identité ? Donc Banksy, par exemple, Ado, Emily Brontë ou encore les Daft Punk sont ultra connus et pourtant ils ont choisi l'anonymat ou le pseudonyme. Protection, liberté ou encore marketing, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on peut créer sans exister publiquement ? Alors, j'ai envie de revenir sur Banksy que j'ai cité justement un peu plus haut, qui je rappelle, je pense que vous le connaissez, mais c'est un artiste d'art urbain très célèbre et il reste anonyme depuis des décennies. Son identité est devenue un mystère mondial et certains pensent justement que son anonymat protège son art. On regarde aussi ses œuvres avant de regarder sa vie privée. Et j'ai vu aussi récemment dans une émission Arte qu'en fait on avait révélé son identité. Et du coup, pour un peu rebondir là-dessus, j'avais envie de vous poser pour ce premier débat cette question. Connaître l'identité d'un artiste détruit une partie du mystère de son œuvre. D'accord ou pas d'accord ? Pas d'accord. Parce que, oui, on peut connaître le nom de Banksy, son visage, etc., voir à quoi il ressemble, mais d'un côté, ça cachera pas la puissance des œuvres de Banksy. Banksy, si on le sait pas, il fait des œuvres très politique, on va dire ça comme ça. Il veut dénoncer et il s'en cache pas. Ses œuvres, il en a fait une il y a pas longtemps à Londres. C'était une sculpture et ça change parce que c'est souvent des peintures par pochoir. Et je trouve ça génial. Il y a quand même ce truc du Banksy, si vraiment on le connaît à 100%, ça peut cacher sa manière de s'exprimer. Est-ce que ça peut lui faire peur ? Est-ce qu'il va moins justement dénoncer, vu que il pourrait avoir des problèmes maintenant juridiques. qu'on connaît son identité. C'est ça, c'est plus compliqué de se dire je vais critiquer le gouvernement alors que on me connaît, il pourrait avoir des problèmes et c'est ça le risque. Mais bon, je suis pas d'accord, ça peut quand même, pour certains artistes, là c'est le cas de Banksy qui est quand même mondialement connu, mais des artistes un peu moins connus comme je sais plus ce que t'as dit, Emily Brontë. Moi je ne connaissais pas par exemple, mais je suis certaine en voyant ce qu'on affichait que elle peut avoir du mystère, quoi.
Et j'ai envie de te dire même, est-ce que pour toi, un artiste a-t-il le devoir d'assumer du coup publiquement ce qu'il crée? Non. Si toi et moi, on n'a pas envie de dire notre nom, alors même si on n'est pas des artistes, bah, on a le droit. Et justement, j'en parlais avec Banksy. Créer sans qu'on sache qui on est, ça aide à se dire, bon, personne me connaît, pourquoi est-ce que je me cacherais dans mon art, plutôt? Ok. Moi, je pense que j'y vois quand même un danger pour cette deuxième chose dont vous parliez, le fait de est-ce que c'est nécessaire ou pas de révéler son identité ou est-ce qu'on peut totalement créer sans révéler son identité. Moi, ça peut paraître un peu voilà, mais en pensant simplement aux haters sur les réseaux, je me dis que souvent on se cache derrière des faux noms, des faux profils pour créer des commentaires désobligeants sur les personnes. Donc, je pense que parfois c'est peut-être je veux dire, moi je trouve que ça garde, c'est cool, ça fait un petit mystère parfois pour certains artistes de garder l'anonymat, mais je trouve qu'il faut pas que cet anonymat soit utilisé à mauvais escient, quoi, on va dire. Attends, tu crois justement que l'anonymat pourrait créer justement de la haine envers la personne, c'est ça que tu veux dire? Bah non, mais par exemple, que quelqu'un, en étant anonyme, pourrait peut-être se permettre de défendre du contenu, je veux dire, raciste, homophobe, illégal en soi, parce que de toute manière, on ne sait pas qui je suis, donc autant que je dise ce que je veux. Et moi, je trouve que ça, c'est pas... Ça ne fonctionne pas. Si c'est pour dire des idées qui sont politiquement correctes et légales et qu'on garde son anonymat, pourquoi pas? C'est vrai que ça crée un peu de mystère, mais si on l'utilise, cet anonymat, pour justement... aller dire des choses, faire du mal, en fait, voilà, tu as très bien résumé. Là, je trouve que c'est pas acceptable, on va dire. Ouais, je comprends. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Romane? Non, moi j'étais plutôt d'accord, j'allais justement dire un peu la même chose que Clara, comme quoi le fait d'être l'une à côté de l'autre, ça, il y a une connexion. Que justement, par exemple, tu parlais de Banksy, que justement, le fait, moi j'avais aussi, cette crête, voilà, c'est pas non plus une grosse crête dans ma vie, mais je me dis aussi, est-ce peut-être que Banksy il va avoir moins envie d'exposer des œuvres qui sont militantes, parce que justement, comme Clara disait, maintenant qu'on le connaît, on peut associer, entre guillemets, ses idées politiques à quelqu'un, et donc ça peut, un peu comme Emma, tu disais justement, mais justement un peu le contre-pied, et maintenant qu'on sait qui c'est, on peut peut-être s'attaquer encore plus sur la personne. Lui causer des problèmes, en fait. C'est ça, maintenant, les haters, ils savent qui attaquer, malheureusement. Mais c'est un peu ça le souci, malheureusement. Mais du coup, pour faire la suite quand même, j'avais envie de revenir maintenant sur Emily Brontë, justement, que j'ai mentionné et dont tu as reparlé aussi, qui est du coup en fait une autrice très célèbre qui a écrit le livre à succès Les Hauts de Hurlevent. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en fait ils ont ressorti un film avec Margot Robbie et Jacob Elordi au cinéma. Je sais pas si vous l'avez vu par hasard. Moi j'ai pas vu, non. Non. Tu l'as vu toi? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu des critiques sur internet et apparemment c'est pas très fidèle le livre. Donc j'ai tendance à ne pas le conseiller apparemment. Et en fait, ce que je trouve intéressant, je trouve que c'est intéressant en fait d'en parler, parce que j'imagine que vous en doutez, mais à l'époque, être une femme autrice, en fait, c'était mal vu. Donc l'anonymat ou le pseudonyme devenait presque en fait une condition pour être publié à l'époque. Et aujourd'hui encore, certaines personnes utilisent des pseudos, du coup, comme tu as dit en plus justement tout à l'heure, pour éviter le harcèlement ou les discriminations. Et du coup, pour cette deuxième question, j'avais envie de vous poser cette question. L'anonymat artistique est parfois une nécessité plus qu'un choix. D'accord ou pas d'accord? Moi, je dirais d'accord quand même. Parce que c'est pas toujours le cas, évidemment. Mais justement, déjà, tu donnais l'exemple qu'il y a certaines femmes, il y a une époque, malheureusement, si elles signaient de leur propre nom et prénom, les éditions n'allaient pas les publier. Et donc, parfois, il n'y avait pas le choix. Ou même, je pense aussi, par exemple, au niveau des origines ethniques ou raciales, ça peut aussi, tu vois, jouer que, par exemple, si on dévoile pas vraiment notre identité, on peut pas nous... En fait, si on dévoile pas notre identité, on peut pas nous juger sur qui on est. Et du coup, je comprends que certaines personnes se disent, j'ai pas envie d'être jugée pour qui je suis, mais pour ce que je fais. Et du coup, qu'elles mettent pas leur nom, quoi. Moi, je suis d'accord aussi que parfois c'est une nécessité. Comme tu le disais, publier en tant que femme, c'était pas forcément facile, voire pas possible parfois à l'époque. Et donc, je me dis que c'est pas juste que certaines classes de la population ou certaines personnes se retrouvent dans la possibilité de créer parce qu'on a certaines normes dans la société qui sont injustes, quoi. Oui, du coup, le mystère, en fait, attire. Je pense que vous en doutez un petit peu. Plus on cache une identité, plus le public cherche. Et finalement, l'anonymat devient parfois une marque. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, cacher son visage, ce n'est pas devenu une façon de se démarquer, en fait, quelque part dans une époque où tout le monde s'expose? Et alors, pour ma troisième question, j'avais envie de vous poser celle-ci. L'anonymat d'un artiste est souvent un outil marketing. D'accord
ou pas d'accord? Moi, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, pour moi, comme tu disais, le fait de garder un peu ce mystère, t'es là en mode, ah, mais qui est-ce que ça peut être et tout ça, et je veux pas. Je trouve que par exemple, tu parlais de Banksy, je trouve qu'il fait un travail incroyable, ça n'est pas la question, mais je me dis, il y a beaucoup d'autres personnes qui font des œuvres en ville et qu'on ne calcule pas du tout. Et je me dis, est-ce qu'ici, le fait qu'on est toujours en train de s'interroger sur qui est-ce que ça peut bien être, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît et tout ça, je me demande si ça lui permet pas quand même aussi de vendre ou en tout cas de se faire connaître et du coup d'être quelqu'un d'être quelqu'un qui compte, quoi. Donc je pense que c'est comme un petit coup marketing, moi. Ok. Et j'ai même envie de te demander, en fait, est-ce que pour toi, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on valorise encore les œuvres ou surtout les personnalités? Très bonne question, parce que comme tu disais, la vie de tout le monde est étalée sur Internet ou quasi. Et je me dis parfois, tu t'intéresses plus à la vie d'un acteur que à la façon dont il a joué dans un film. Donc je pense que malheureusement, parfois, la vie de la personne a plus d'impact que l'œuvre elle-même. Mhm. Et vous? Bah oui, moi je suis d'accord avec aussi la question que tu posais, la deuxième question, parce que justement, par exemple, si tu as écrit un best-seller, bah peut-être qu'après on va se dire, ah bah forcément sa deuxième œuvre elle va être géniale parce que la première était géniale, et on va peut-être plus se dire, ah mais attends, c'est telle personne qui a fait cette œuvre, donc d'office ça doit être bien et tout ça, et sans peut-être finalement analyser le fond de l'œuvre et se questionner vraiment sur, en fait, est-ce que c'est si bien que ça ou pas? Oui, je suis d'accord. Tu parlais des acteurs et des films tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne savent même pas citer quelques acteurs de leur film préféré, par exemple. Donc c'est pour dire à quel point, parfois, il y a un peu, pas un je m'en foutisme général, mais plutôt un manque de connaissances, un manque de volonté de chercher plus loin, du style « Oh, j'ai adoré ce livre-là ». J'irai peut-être me renseigner sur l'autrice, voir comment elle vit. Et il y a des gens qui supportent très mal ça, justement, la célébrité. Il y a des personnes qui écrivent des livres ou qui font des films, et d'un coup, ça fait boum, quoi. Et ça c'est ouf, mais bon, ils aiment pas toujours ça. Je sais pas si j'ai le temps de poser une dernière petite question. Une petite, à mon avis. Est-ce que pour vous, on crée pour être vu, ou est-ce qu'on crée simplement pour que l'œuvre existe? Waouh! C'est un peu philosophique. On est dans un moment un peu philosophique aujourd'hui dans notre émission. Est-ce qu'on crée pour être vu ou est-ce qu'on crée pour que l'œuvre existe? C'est ça. Moi, je pense que ça dépend des situations. Je suis ni totalement d'accord ni totalement en désaccord avec ça. Pour moi, ça dépend vraiment de la volonté de la personne, que parfois une œuvre, t'as envie qu'elle existe parce que t'as envie qu'elle passe un message, mais que parfois tu te dis notamment peut-être les brain rot, qui sait, ça va peut-être me permettre d'être un peu connue. Et là, je pense que le fond de l'œuvre a un peu moins d'impact, quoi. Je pense que ça dépend. On peut prendre le cas des influenceurs sans trop en parler. Là, ils créent un petit peu pour être vus parce que c'est leur métier et c'est leur salaire. Ils créent pour vivre, entre guillemets. Donc, ça rejoint parfaitement le thème. Puis, il y a des personnes qui créent juste parce que ça leur fait du bien. Et ça c'est génial parce que ça pousse à créer avec le cœur plus. Écoutez, franchement, on a eu un super débat intéressant. On aurait pu continuer pendant des heures, mais je pense que malheureusement, l'émission ne dure pas des heures. Non. Et on arrive en plus tout doucement à la fin de notre émission. Ne soyez pas trop tristes. Oh, mais heureusement pour vous, on a une dernière séquence qui s'appelle le What's Next. Alors c'est un peu une séquence habituelle qu'on aime bien faire pour finir l'émission, mais je vais quand même la réexpliquer pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore. Donc simplement, je vous ai demandé à chacune et à chacune ici dans ce cas-ci, de choisir soit une artiste, soit une création originale que vous aviez envie de mettre en avant, et alors vous allez simplement m'expliquer finalement l'œuvre ou la personne que vous avez choisie. Alors Emma, est-ce que tu voudrais commencer ? Oui, alors moi j'ai choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir un chanteur qui s'appelle Paolo. Donc Paolo, il a notamment été connu pour une de ses chansons qui s'appelle Mater, si tu m'entends. Là on peut entendre un petit extrait. Et en fait c'est un jeune qui est bien de son époque, c'est un jeune qui a vécu dans plusieurs pays, qui avait une volonté de travailler dans une ONG, tout ça. Donc c'est vraiment un chouette gars. Et il a sorti son premier EP il y a pas très longtemps. Donc je vous conseille tous d'aller l'écouter, mais vous pouvez déjà entendre un petit peu un extrait de ce qu'il chante. Vivant,
pas sûr de l'être. Mon corps est hésitant et mon cœur un peu trop prise de tête. Trop bien. Bah écoute, merci pour cette découverte. Est-ce que toi, Alexandra, t'aurais une autre œuvre ou personne à nous faire découvrir ? Oui, alors moi plutôt on va plus s'attarder sur un livre qui a été adapté en série. Donc moi je voulais vous parler en fait du livre La Servante écarlate, je sais pas si vous connaissez, du coup en fait c'est Margaret Atwood, du coup l'autrice, qui imagine en fait une société où les femmes ont perdu tous leurs droits. Et du coup comme j'ai dit, elle a été adaptée en série sous le nom de The Handmaid's Tale. L'œuvre est devenue un symbole fort de résistance et de liberté. Et à travers ces dystopies, elle aborde des sujets toujours actuels, comme le contrôle des corps, le pouvoir et la nécessité en fait de pouvoir entendre sa voix. C'est une œuvre marquante, presque essentielle, tant elle nous rappelle que créer, raconter et témoigner peuvent devenir des actes de survie. Et Clara, toi, tu avais plutôt un chanteur, il me semble. C'est ça, de retour dans la musique avec moi. Moi, je vais vous présenter Opinard. Donc, que certains peuvent déjà connaître, et d'autres non. Donc, son nom de scène, c'est Opinard, mais il s'appelle en réalité Frédéric Johan Opina. Okay. Donc, c'est un chanteur qui fait du R&B et du bossa nova français. Ah oui. Donc, pas courant. Il est d'origine congolaise et révélé au grand public en octobre 2023 avec le single Quel type de vibe. Mais moi, je préfère vous faire écouter la musique Pénélope, qui est ma musique préférée. Je suis au 7e étage dans ma suite. Toqué à la porte 737. Parfumer la pièce de votre aura sans stress. Ce rouge à lèvres épouse si bien 700 S. Au bout de vos lèvres. Eh ben, je ne connaissais pas du tout, donc tu m'as fait découvrir un artiste. Voilà. Et moi, je me suis un peu prêtée au jeu aussi, parce que j'aime quand même bien le What's Next. Et donc, moi, j'ai décidé plutôt de partir sur une création originale, et plus précisément sur un suite qui avait été conçu pour réduire le stress. Et donc, il a notamment été pensé pour les personnes qui ont donc des personnes neuroatypiques, donc ça peut être TDAH, TCA, hypersensibilité ou anxiété. Et donc, c'est une jeune femme française qui, justement, était soumise au stress et qui en plus était diplômée en neurosciences et psychologie, qui a inventé ce suite, donc ça peut aider. Et donc elle a vraiment créé ce vêtement sur des bases scientifiques. Et donc pour vous expliquer un peu plus précisément comment il fonctionne, donc c'est un pull suite avec 6 petits outils anti-stress qui sont camouflés comme on a pu le découvrir juste avant dans la vidéo. Et donc le but finalement ça va être de canaliser l'agitation, de favoriser la concentration prolongée et d'apaiser l'esprit. Alors, on arrive maintenant, je suis désolée de vous le dire, à la toute fin de l'émission. En tout cas, c'est sur ces belles découvertes que nous, on va la clôturer l'émission. On espère déjà que vous, qui nous regardez, elle vous a plu et que vous avez pu réfléchir avec nous de finalement ce que c'était la création et de ce qu'elle appliquait. Et autour de la table, est-ce que déjà ça vous a plu ? Oui. Toi, d'être animatrice, ça t'a plu ? Bah écoute, un peu stressant, mais c'était sympa, donc franchement, t'as géré. Merci. Écoutez, donc si jamais ça vous intéresse de redécouvrir cette émission, donc vous pouvez la retrouver sur Vedia, sur Ovio, mais également sur le YouTube de Scanner. On fait aussi une émission de radio, comme je disais au tout début de l'émission, le dernier mercredi du mois sur Equinox FM à 17h. Ça va aussi parler de la création, un peu un angle différent, donc si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à venir, ça nous ferait très très plaisir. Et alors, si vous voulez de manière plus générale nous découvrir, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, donc on aime bien dire tous les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Insta, Facebook, TikTok, bref, beaucoup de choses, et aussi sur scan-r.be. Et alors, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation jusqu'à la prochaine émission, et d'ici là, salut tout le monde. Salut.